Pour bien mesurer l'importance et l'avantage d'utiliser une loupe ou bien un microscope, je dois d'abord vous parler de la taille de l'image rétinienne. De quoi s'agit-il? Eh bien, reprenons de nouveau un axe optique avec notre œil. Donc, voici le plan de la rétine. Je vais mettre devant la lentille. Souvenez-vous, c'est toujours l'action combinée de la cornée et du cristallin, mais pour faire court, je vais appeler ça simplement l'œil. Donc vous savez ce que je veux dire par là. Et imaginons, donc je veux regarder, moi, un objet qui est ici et qui a cette taille-là. Donc voilà mon objet avec une taille que j'appelle HO. Si je regarde maintenant quelle sera l'image sur la rétine, je ne vais pas faire toute la construction habituelle des images, souvenez-vous, en utilisant les trois règles de construction. Il suffit d'une. Je vais prendre simplement le rayon qui passe par le centre de cette lentille. Et lui, on sait qu'il n'est pas dévié. Donc, en utilisant uniquement ce rayon-là, vous avez tout de suite la grandeur de l'image. La grandeur de l'image, la voilà. Donc cette image, je l'appelle HI. Et vous voyez que l'angle que fait ici ce rayon incident par rapport à l'axe de l'œil, c'est l'angle θ. Donc ici, j'ai une distance U entre l'objet et la lentille. Tout serait parfait et ce serait tout à fait satisfaisant si notre rétine était équipée de cellules, de détecteurs infiniment petits. En effet, ça veut dire à ce moment-là que j'aurai ici des dizaines, des milliers, des millions d'informations venant de l'objet. Et donc j'aurai tous les détails de l'objet. Mais nous savons que ce n'est pas le cas. Notre œil, les cônes et les bâtonnets ont une certaine taille, et donc le nombre de cellules, ici le nombre de détecteurs qui vont être touchés, est assez limité parce que cette image est petite. Donc nous avons tout intérêt à ce que l'image soit la plus grande possible pour toucher un maximum de détecteurs, ce qui donnera d'autant plus d'informations à analyser par le cerveau. Donc en fait, ce qu'on aimerait bien faire, je reprends de nouveau le dessin de notre œil, toujours avec la rétine ici et l'œil qui est là. En fait, j'aimerais bien reprendre exactement le même objet, mais le mettre beaucoup plus près de l'œil. Par exemple, excusez-moi, j'aimerais bien mettre cet objet, par exemple, ici. Voilà la nouvelle distance objet. Je n'ai pas touché, bien sûr, à la taille de l'objet. Et vous voyez que maintenant, si je fais de nouveau la construction, donc je prends le rayon incident qui est passé par l'axe de la lentille et qui n'est pas dévié, eh bien forcément, dans ce cas-ci, l'image sera plus grande. Donc cela fera d'autant plus d'informations à envoyer au cerveau. Je verrai plus de détails de l'objet que je regarde. Si j'appelle de nouveau ceci θ, donc vous voyez qu'en toute généralité, j'ai que tangente θ est égal à HO sur U, et donc le facteur important, ce n'est pas la taille de l'objet que vous regardez, c'est l'angle, c'est l'angle qui, ici de ce rayon qui vous dit finalement si vous allez toucher plus ou moins de détecteurs sur la rétine. Donc ça veut dire en fait que vous avez tout intérêt à ce que θ soit le plus grand possible, mais ceci sera vrai, puisque vous ne pouvez pas déformer votre objet, bien sûr. Ceci implique que U diminue. Ça, vous le savez par habitude. Vous devez tenir l'objet le plus près possible des yeux pour voir, par exemple, une photo en détail. Mais il ne faut pas oublier notre limitation. Il faut malgré tout que U soit toujours plus grand ou égal que le punctum proximum. Et c'est là, justement, où la loupe pourra nous aider.
Donc nous attaquons maintenant d'abord l'utilité de la loupe et comment finalement elle fonctionne avant de faire les mathématiques de la loupe. Regardez ces trois situations. Dans la situation en haut, j'ai simplement ici la rétine et la lentille devant. Donc ça, c'est notre œil tout nu. Et j'ai pris un objet que je dois forcément placer au minimum au punctum proximum. Vous pouvez le mettre plus loin, mais si vous voulez avoir des détails sur la rétine, voilà où se trouve le punctum proximum. Regardez la petitesse ici de l'image. Donc forcément, vous n'allez pas toucher beaucoup de détecteurs et donc il y a peu d'informations envoyées au cerveau. En fait, moi j'aimerais bien, comme je l'ai dit à l'écran précédent, prendre cet objet et le mettre beaucoup plus près et avoir ici justement la réfraction qui me donnerait un objet plus important que dans le cas précédent. Mais je ne peux pas. Souvenez-vous, ici, je suis déjà au punctum proximum. Donc ça veut dire que l'œil ne peut pas être plus convergent que ça. Or, regardez ici le degré de divergence des rayons incidents et regardez le degré de divergence dans ce cas-ci. Il est plus important. Et notre œil n'est pas capable de briser cette divergence au point de renvoyer les rayons réfractés en ce point-là. Donc, ceci est impossible. Alors, on va se faire aider. Donc, j'ai de nouveau ici l'œil, je n'ai pas touché à ceci, mais devant l'œil, je vais mettre une lentille convergente. C'est ça, justement, notre loupe. Et je mets l'objet que j'avais mis ici dans la situation 2, je mets cet objet exactement à la même position. Que va faire cette lentille, cette loupe? Eh bien, je vais créer avec elle une image virtuelle. Je m'arrange pour que l'image soit renvoyée au punctum proximum. Donc, vous savez que pour que ce soit le cas, pour que une lentille convergente donne une image droite, donc non inversée d'un objet, il faut absolument que cette distance ici, la distance objet, soit plus petite que la distance focale de cette lentille, donc de la loupe. Quel est l'intérêt? Qu'est-ce que j'ai gagné en faisant ça? Eh bien, regardez, vous avez ici les rayons incidents qui sont partis de l'objet. Ils sont arrivés avec ce niveau de divergence sur la loupe. Donc, comme la même divergence que dans le cas précédent. Mais qu'a fait la loupe? Elle a brisé cette divergence et tout se passe comme si finalement tous ces rayons qui ont traversé la loupe venaient d'un point qui se trouve là-bas. Et ça, vous êtes revenu exactement dans la situation qu'on avait en haut. C'est exactement le même degré de divergence. Ça, notre œil est capable de prendre ces rayons divergents et d'en faire des rayons suffisamment convergents pour arriver en un point au niveau de la rétine. Donc voilà finalement le principe de base de la loupe. La loupe crée une image virtuelle de l'objet que vous examinez et vous, votre œil, regarde l'image. Bien, nous allons écrire tout ceci. Donc je reprends exactement cette situation. J'ai ici l'axe optique. Je vais prendre directement la loupe. Je ne dessine pas les éléments de notre œil, simplement je vais symboliser ici notre œil. Donc voilà notre œil qui se trouve juste derrière la loupe. Je prends un objet que je place à une distance U de la loupe et j'ai une taille ici qui est égale à HO. Et je prends de nouveau la même règle de construction qui dit que le rayon incident qui passe par le centre de la lentille n'est pas dévié.
mais en l'occurrence, ici, je le prolonge à gauche, pas à droite, parce que je veux avoir une image virtuelle. Donc, je m'arrange pour que l'image soit ici, c'est-à-dire exactement au punctum. Excusez-moi, je vais le mettre en rouge aussi. Je veux que l'image soit au punctum proximum. Donc voilà notre image, et ceci correspond au punctum proximum. Je note encore l'angle ici comme étant θ'. En fait, quand on travaille avec une loupe ou bien avec un microscope, on prend toujours comme référence, comme comparaison, notre œil tout seul, donc ce que je vais appeler l'œil nu. Et donc là, quelle est la situation? Voilà l'axe optique. Vous avez l'objet que vous examinez, HO, et vous savez que vous devez le placer pour avoir l'image la plus grande possible. Vous pouvez mettre cet objet au punctum proximum, pas plus près. Et donc, vu de l'œil, eh bien, voilà le rayon lumineux qui vient du sommet de l'objet HO. Donc, vous voyez cet objet HO, avec un angle ici qui est l'angle θ. Et je peux calculer la tangente de θ. Tangente de θ, c'est HO sur PP. Tandis que dans ce cas-ci, vous voyez que je vais avoir tangente de θ' est égale à HO sur U. U étant la distance à laquelle j'ai placé l'objet devant la loupe. Maintenant, j'écris l'équation du lunetier uniquement pour la loupe. J'ai 1 sur U plus 1 sur V est égal à 1 sur F. Donc notre œil n'intervient pas dans cette équation. U, c'est bien cette distance objet qui est ici. V, c'est quoi? Souvenez-vous, faites attention, nous avons affaire à une image virtuelle. Ça veut dire en fait que V sera négatif. Donc, on aurait tendance à dire que V est égal au punctum proximum, mais il faut mettre un moins devant. Donc, de ceci, je tire le fait que 1 sur U est égal à 1 sur F moins 1 sur V, c'est-à-dire finalement plus 1 sur PP. Maintenant, on définit le grossissement de la loupe et le symbole que l'on utilise pour le grossissement, attention, je ne peux pas utiliser G comme grossissement. Pourquoi? Parce que j'ai déjà utilisé la lettre G, mais pour le grandissement. Souvenez-vous de ce que c'est que le grandissement, c'est la taille de l'image divisée par la taille de l'objet. Ici, en fait, c'est différent, c'est un rapport d'angle. C'est pour ça que je vais toujours utiliser G indice θ pour parler du grossissement. Faites bien la distinction entre les deux. Par définition, ceci c'est θ', donc l'angle sous lequel vous observez l'objet à l'aide de la loupe, divisé par l'angle sous lequel vous observez avec votre œil tout seul. Comme les angles en question, contrairement à mon dessin, vous voyez que je fais des dessins avec des HI ici qui sont très grands par rapport à PP. En général, ce n'est pas le cas. Tous les angles auxquels on a affaire sont toujours des angles très très petits, ce qui fait que je peux remplacer les angles par la tangente de l'angle. Donc ceci est pratiquement identique à tangente de θ' divisé par tangente θ. Et si je reprends maintenant les formules que nous avons déjà données, tangente de θ', c'est HO sur U. Je dois diviser ça par tangente θ. Tangente θ est égale à HO sur PP. Donc ça veut dire en fait que je vais avoir PP au numérateur et HO au dénominateur. Donc il ne me reste plus que PP
sur U, et si maintenant je prends l'expression de 1 sur U, vous voyez que c'est égal à PP sur F plus 1. Donc voilà la valeur du grossissement si je travaille avec la loupe de telle manière que je place l'image au punctum proximum. Je donne tout de suite un petit exemple concret. En général, quand on cherche un standard en optique, hein, on prend un punctum proximum standard qui est égal à 25 cm. Et pour symboliser ceci, on appelle maintenant cette distance, on l'appelle grand N. Si vous voulez avoir la formule exacte qui vous concerne, vous allez mettre dans cette formule, évidemment, votre propre punctum proximum. Mais je travaille ici avec les données standards. D'autre part, je prends une loupe dont la distance focale est de 5 cm. Eh bien, vous voyez que le grossissement de la loupe, à ce moment-là, sera égal à 25 sur 5, c'est-à-dire 5 plus 1. J'ai donc un grossissement de 6. Bien, il y a malgré tout un défaut si je travaille de cette manière-là. Vous ne voyez pas lequel? Je vous laisse réfléchir 2 minutes. Mettez la vidéo en pause et je vous dis en fait que c'est pas toujours bien de travailler de cette manière-là. Pourquoi? Vous avez trouvé? Souvenez-vous, on s'est arrangé pour que l'image soit située au punctum proximum. Ça, nous pouvons le voir, mais ça occasionne le maximum justement de travail de l'œil et donc de la fatigue oculaire. Vous pourrez faire ça pendant quelques minutes, mais certainement pas pendant des heures. Donc on aimerait bien travailler avec une situation plus confortable. Or, il n'y a pas plus confortable justement que de mettre l'image au punctum remotum. Donc je vais traiter ici uniquement du punctum remotum standard, c'est-à-dire l'infini. Donc on recommence la discussion, mais cette fois-ci avec ce qu'on appelle le grossissement commercial. Il y a ma tablette qui me donne des ennuis. Je reprends de nouveau l'axe optique. Je prends la loupe. Notre œil juste derrière. L'objet que je veux examiner. Je veux de nouveau créer une image virtuelle, mais je veux que l'image virtuelle soit renvoyée à l'infini. Donc si je prends le rayon correspondant, je passe par le centre de la lentille, de la loupe, pardon, je passe par l'objet, et vous savez que à ce moment-là, donc, l'image sera renvoyée dans cette direction-là, hein, l'image de la pointe. Je note de nouveau ici l'angle θ', mais cette fois-ci, que puis-je dire de la distance objet? Que vaut U? Une idée? J'ai un objet et l'image est renvoyée à l'infini. Ceci ne peut se faire que si la distance objet est égale à la distance focale. Donc ça veut dire que dans ce cas-ci, les mathématiques sont beaucoup plus simples, puisque j'ai simplement que tangente de θ', c'est quoi? C'est HO divisé par par la distance focale F.
Donc si je reprends de nouveau la formule du grossissement qui disait que ceci était pratiquement la même chose que tangente θ' divisé par tangente θ, j'aurai ici HO divisé par F, et ici, si je reprends tangente de θ, j'ai le punctum proximum divisé par HO. Donc, le G de θ, cette fois-ci, est égal à PP divisé par F. Souvenez-vous, dans le cas précédent, j'avais Gθ est égal à PP sur F plus 1. Donc, vous avez simplement perdu une unité. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le grossissement commercial d'une loupe. Et c'est beaucoup plus reposant, bien sûr, de travailler de cette manière-là. Vous avez perdu, bien sûr, un tout petit peu de grossissement, mais ce n'est pas grave. Bien, travailler avec une loupe, c'est pas toujours une sinécure. Il est clair que vous pouvez le faire pour un petit objet comme un timbre-poste, mais imaginez que vous vouliez étudier des détails d'un insecte, il faudrait des grossissements énormes. Le faire avec une simple loupe, ce n'est pas possible. Simplement parce que si vous bougez un tant soit peu la distance à laquelle vous placez l'insecte, l'image gigoterait énormément. Vous avez une situation qui est complètement instable. Pour cela, en fait, on va utiliser le microscope. Nous allons construire le microscope ensemble et je vais le dessiner parfois en inversant l'ordre logique de l'optique pour pas que le dessin soit faux. Cette fois-ci, dans le microscope, j'ai besoin de deux lentilles. La première, celle contre laquelle vous allez mettre votre œil, c'est l'oculaire. Et de l'autre côté, vous avez la lentille qui est contre l'objet que vous allez examiner, enfin, près de l'objet que vous voulez examiner. Ceci, c'est l'objectif. Je vais prendre un objet qui se trouve ici devant l'objectif. Imaginons, je vais le mettre comme ceci. Donc ici, j'ai la distance HO. Et je voudrais, excusez-moi, je vais prendre de nouveau le rayon lumineux qui passe par le centre de la lentille. Lui, je sais qu'il n'est pas dévié. Le dessin que je fais de nouveau n'est pas du tout à l'échelle. Il est clair que l'écart ici par rapport à l'axe optique est en général beaucoup plus petit que la distance entre les deux lentilles, mais c'est pour la clarté de l'exposé. Si je respectais les échelles, ce serait absolument illisible. Et je vais m'arranger en fait donc pour que l'image réalisée par l'objectif, soit ici. Donc voilà, en fait, l'image réalisée par l'objectif. Et ceci a une taille que j'appelle HI. Et avec l'oculaire, en fait, je vais examiner cette image. En fait, l'oculaire, c'est une loupe. Et je vais travailler de la manière la plus reposante possible avec ce microscope, c'est-à-dire, en fait, que je veux que l'image soit renvoyée dans cette direction-là à l'infini. Donc je vais mettre des lettres. Ici j'avais AB. La première image c'était A'B'. Et B seconde est renvoyée à l'infini dans cette direction-là. Bien, je vais prendre les autres règles de construction des lentilles. Souvenez-vous, le rayon incident qui est parallèle à l'axe sera réfracté en passant par le foyer image.
Donc, voilà en fait où se trouve le foyer image, F'. Et de la même manière, bien sûr, maintenant, vous savez où est le foyer objet. Il est placé de manière symétrique de l'autre côté. Une autre manière pour le dessiner sans se tromper, je prends la règle qui dit que le rayon réfracté qui est parallèle à l'axe optique de l'objectif vient d'un rayon incident qui est passé par le foyer objet. Donc voilà où est le foyer objet. Donc ici, vous avez la distance focale objet. La distance focale de l'objectif. Et de l'autre côté, puisque j'ai renvoyé l'image A seconde, B seconde à l'infini, ça veut dire en fait que la distance objet de HI par rapport à l'oculaire, ceci correspond exactement à la distance focale de l'oculaire. Donc ici, vous avez F oculaire. Maintenant, un autre paramètre que l'on utilise souvent en microscopie, c'est justement ce qu'on appelle la longueur optique du microscope. La longueur optique, faites attention, ce n'est pas la distance entre les deux lentilles. Vous prenez la distance entre les deux lentilles, donc entre l'objectif et l'oculaire, moins les deux distances focales. Donc voilà ce qu'on appelle la longueur optique du microscope. Je note ici encore l'angle θ', de nouveau, c'est l'angle sous lequel vous allez voir, vous, l'image A seconde, B seconde. Bien, je crois avoir tout noté, je vais simplement mettre des lettres supplémentaires. Ce point-là, je l'appelle S, ce point-là, le point D. Je crois que ceci complète tout ce dont j'avais besoin. Alors, regardez les deux triangles. Je vais prendre le triangle F', SD et le triangle F', A', B'. Ce sont des triangles semblables, puisque en fait ce sont deux triangles rectangles avec un angle au sommet ici qui est égal. Donc voilà pourquoi ils sont semblables. Donc ça veut dire en fait que je tire de là que A'B' est à AB comme j'ai ici, vous voyez, A'F' est à SF'. Dit encore autrement, j'ai que HI, et je ne m'embarrasse pas dans ce cadre de la microscopie du signe de HI, ça n'a pas d'importance, donc je vais prendre en valeur absolue ici HI divisé par AB. AB, donc j'ai HO. Ceci, c'est A'B', c'est-à-dire A'F', A'F', vous voyez, c'est la longueur optique du microscope, divisé par SF', c'est-à-dire FOB. Maintenant, j'introduis le grossissement du microscope, exactement comme on l'a fait pour la loupe, c'est-à-dire que, de nouveau, c'est pratiquement identique à tangente de θ' divisé par tangente θ. Et je vous rappelle que le tangente θ, c'est toujours la situation si vous travaillez sans le microscope, c'est-à-dire que tangente θ, c'est HO divisé par le punctum proximum. Donc si vous remettez tout ça ensemble, excusez-moi, je vois que je n'ai pas encore donné la valeur de tangente θ'. Tangente de θ', c'est HI divisé par HI, donc je le prends en valeur absolue, divisé par FOC. Donc si on met tout ça ensemble, j'ai donc ici HI
HI divisé par FOC multiplié par 1 sur tangente θ, c'est-à-dire PP sur HO. Je vais maintenant réécrire ça autrement. Je vais simplement permuter les termes au dénominateur. Vous avez HI sur HO multiplié par PP sur F sur FOC, pardon. Or, HI sur HO, on l'a écrit, c'est L sur FOB. Donc vous avez L divisé par FOB multiplié par PP sur FOC. C'est quoi ces deux facteurs? Regardez bien. L sur FOB, ou reprenez carrément cette forme-là. HI sur HO. C'est en fait le grandissement donné par l'objectif. Je vais appeler ça G1, parce que c'est la première lentille. Tandis que PP sur FOC, regardez la loupe. Hein, c'est le grossissement commercial de la loupe. Donc vous avez ici G θ, et je vais mettre un indice 2 pour dire que c'est opéré par l'oculaire, par la deuxième lentille. Donc, voilà la formule en fait qui donne le grossissement commercial du microscope. C'est toujours le produit du grandissement opéré par l'objectif multiplié par le grossissement obtenu par l'oculaire. Alors, petite question. Imaginez par exemple que je prenne un microscope qui a un grossissement de 500. Comment est-ce que je peux obtenir 500 comme étant le produit de deux nombres? Évidemment, il y a une infinité de possibilités. Mais je pourrais prendre notamment, par exemple, 50 fois 10, ou bien 10 fois 50. Le grossissement est le même. Mais en fait, si vous utilisez deux microscopes comme ceci, vous verrez une très forte différence. Et je vous dis tout de suite que la meilleure solution, c'est celle-là. Je vous demande de chercher pourquoi. Pour vous mettre sur la piste, je dirais que c'est uniquement une question de luminosité de l'image. Si vous prenez le premier choix, l'image sera beaucoup plus lumineuse que dans le deuxième choix. Je ne vous donne pas une réponse plus précise. Essayez de voir pourquoi l'image sera plus lumineuse dans ce cas-ci. Bien, ceci clôture ce que je voulais dire sur le fonctionnement du microscope. Dans la vidéo suivante, nous verrons la résolution de notre œil et celle obtenue par le microscope.